Mes amis francophones, je suis John Shah Rashidian, un présentateur de la télévision Rangin Kaman. Je présente mes émissions titrées Les Dimensions. Bien entendu, la plupart de mes émissions sont dans la langue iranienne, qui est ma langue maternelle. Mais j'ai déjà commencé aussi à présenter certaines émissions dans la langue française, pas seulement pour mes amis francophones, mais aussi pour la deuxième ou peut-être la troisième génération des Iraniens qui vivent en France et qui peut-être ne parlent pas assez bien la langue de leurs parents pour comprendre ce qu'on dit aussi en iranien sur ce genre de sujet. Alors, le sujet que je vais présenter aujourd'hui s'appelle le discours de l'islam politique. Un discours assez compliqué, assez tabou, mais peu connu, surtout dans le monde occidental. D'abord, je vais présenter ce qui veut dire l'islam politique. J'ai déjà présenté dans une émission, de mes émissions précédentes, ce qui veut dire l'islam politique avec une définition complète et avec les faits historiques pour vous montrer exactement ce qui veut dire l'islam politique et comment ça sera appliqué dans une société qui s'appelle Oumma ou bien une communauté musulmane. En bref, l'islam politique, je vous rappelle, ça veut dire que une série de règles et de principes initiaux qui sont appliqués par un État islamique dans une société musulmane qui s'appelle Oumma, ou bien en iranien on dit Ummat, ou bien la communauté musulmane. Alors pourquoi ces principes sont tellement importants qu'on puisse garder même pour maintenant? Les principes sont les principes initiaux. Initiaux, ça veut dire depuis le prophète lui-même, depuis le premier État qui était fondé par le prophète lui-même dans une société de clans, dans une société plus ou moins archaïque, pas développée du tout, avec des traditions, des normes, aussi des règles qui ont été imposées par le prophète lui-même, mais aussi ses désirs, ses ambitions, son gré, tout ça sont aussi combinés ensemble qui composent ce qui s'appelle ces principes initiaux. Voilà, les principes initiaux sont sacrés parce que ce sont créés par le prophète. Le prophète est aussi, bien sûr, très divin pour les musulmans. Mais comment ces initiaux ont été conservés jusqu'à nos jours? C'est ça, parce que après la mort du prophète, ses successeurs qui s'appellent les califes ont appliqué aussi ces initiaux pour qu'ils puissent approuver une dose de divinité comme les successeurs légitimes du prophète, il fallait qu'ils suivent aussi leurs principes initiaux. Donc, les principes initiaux est devenu comme les lois ou bien comme les règles sacrées, permanentes, intégrales de l'islam politique depuis le prophète et à travers de ses successeurs ou bien les califes jusqu'au dernier califat qui était le califat d'Othman ou bien l'empire d'Othman qui était renversé en 1923 par Atatürk en Turquie. Alors ça durait
14 siècles. Donc c'est une tradition déjà sévèrement encadrée dans l'esprit, dans la sociologie, dans la psychologie ou dans la culture de l'islam. Et quelles sont les conditions que ces principes-là puissent être adaptés à notre société moderne, où ils sont adaptés, où ils ne peuvent pas être adaptés. Voilà, pour répondre à cette question. Dans certains pays, par exemple, comme l'Afghanistan, comme les territoires occupés par l'État islamique ou bien Daesh, un territoire qui appartenait à l'Irak et la Syrie, qui était occupé par l'État islamique qui s'appelait Daesh pendant quelques années. Eux, ils ont formé un État islamique très violent, très sanglant, ce qui était peut-être calqué, ce qui était peut-être une copie de ce qui était il y a 14 siècles. Parce qu'ils ont dit, on va répéter, on va calquer, on va copier ce qui était à l'époque du prophète. Mais cet islam politique, par exemple, en Turquie, n'est pas le même islam politique qui était par Daesh ou qui est par les mullahs en Iran ou par les talibans en Afghanistan. Erdogan ne peut pas appliquer le même islam politique parce qu'il y avait un passé démocratique, séculaire en Turquie après la chute de l'Empire ottoman, quand je viens de dire en 1923. Si les conditions objectives permettent à Erdogan peut aussi avoir un régime islamique avec, par exemple, le hijab obligatoire, ce qui est le cas en Iran. Mais il n'est pas à ce niveau-là. En plus, il n'est pas aussi un État, soi-disant, éternel. Il est encore le président de la République, même si le président va être président encore pendant très longtemps. Mais les régimes, par exemple, qui sont installés en Iran ou en Afghanistan sous le Taliban, ils se prônaient pour le régime comme des califats qui vont rester éternellement. C'est même marqué dans les conditions, dans les constitutions islamiques, du régime islamique. Il y a beaucoup d'articles qui font allusion à la durabilité du régime éternellement, parce que le régime est là jusqu'à ce que leur imam caché ou bien le deuxième imam chiite apparaisse sur terre pour former un état divin avec la justice divine. Alors, si vous ne croyez pas, allez-y voir aussi la constitution iranienne que peut-être je vais en développer dans une autre émission. Mais il y a beaucoup d'articles qui font allusion comme quoi le régime islamique est un régime éternel qui représente l'imam caché et qui a la vocation aussi de préparer son apparition. Ça veut dire doit rester jusqu'à ce que l'imam caché apparaisse, qui est caché depuis 12 siècles. Et que ces conditions sont d'ailleurs apocalyptiques. Hein. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ça exige une autre émission. Hein. Ce qui veut dire les chiites sur l'apparition de leur imam caché depuis 12 siècles. Et quelle sera la condition quand il est là pour diriger le monde entier. Alors, l'islam politique, qui est le sujet, et surtout leur discours, est bien sûr
n'est pas pareil, par exemple, pour chaque État islamique, mais le fondement de l'islam politique est pareil pour tous. Et voilà, pour distinguer aussi les détails ici entre, par exemple, la Turquie d'Erdogan et, et, et le régime de Mullah en Iran, qui est beaucoup plus sévère d'ailleurs. Erdogan est sunnite et les Mullahs sont chiites. La secte chiite est encore plus radicale, plus même violente, même plus violente que la secte sunnite. Et c'est pour ça que le régime islamique a fondé aussi des groupes, des organisations terroristes dans la région. Et on a au moins 16 qu'on a compté, qui sont bien organisés, armés, logistiquement entraînés, financièrement bien aidés pour que ces organisations, ces groupes armés soient sur place au cas échéant quand le régime islamique va fonder peut-être, créer peut-être un régime islamique, chiite, dans un de ces pays-là où ces troupes-là sont installées, ces organisations sont installées. En plus, le régime islamique est son bras sanglant, c'est-à-dire Bachar Assad, qui est qui a tué déjà, qui a fait tuer déjà à peu près plus d'un demi-million de la population de son propre pays et qui a fait exiler presque la moitié de la population qui sont campés maintenant autour des pays et même aussi ailleurs, plus loin en Europe, aux États-Unis, partout. Donc, le régime islamique est en effet un centre de tension maintenant dans la région et aussi un danger potentiel pour la guerre aussi dans la région qui peut être en flamme, qui peut avoir aussi un impact très, très dangereux sur la paix mondiale. Autrement dit, le régime islamique, pas seulement a pris l'Iran comme l'otage, les peuples iraniens comme ces étages pour garder, pour utiliser jusqu'à dernière goutte de pétrole. Ce n'est pas seulement un régime qui détourne les fonds du pays par centaines de milliards chaque mois, qui fait des pillages. Mais c'est un régime aussi qui va créer peut-être beaucoup de problèmes pour la région et qui est essentiellement aussi un danger très grave pour la paix mondiale. Et voilà d'abord un peu sur le régime et son discours qui n'a rien à voir avec le monde moderne, avec la démocratie, avec l'égalité de sexe, avec le droit de l'homme, avec le progrès qu'on a besoin pour chaque société moderne. C'est un régime qui a gardé ses principes initiaux comme leurs idéaux applicables à n'importe quel prix en Iran. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quel est maintenant ici le devoir des Européens qui sont un petit peu ébranlés par peut-être le danger du régime, mais ne prend pas encore le danger au sérieux. À mon avis, le monde entier doit aider les Iraniens pour se débarrasser du régime qui est un fléau, pas seulement pour le peuple iranien, mais aussi un danger pour le monde entier. Mais comment on peut aider? C'est aussi une question précise qu'il faut répondre aussi précisément. Donc, pour mettre les points sur les i, je commence par le fait qu'il ne peut pas attaquer militairement l'Iran pour
se débarrasser des mollahs ou du régime islamique qui a un problème mondial. Ceci ne peut pas être une solution convenable et morale, parce que ce sont les Iraniens qui vont payer les pots cassés. Peut-être pas les mollahs ont déjà envoyé des fortunes, des milliards, des centaines de milliards dans les banques étrangères. S'il y a un problème grave, ils vont quitter le pays, ils se cachent avec les valises plein d'euros, plein de dollars. Il n'y a pas de problème, ils vont avoir leur empire dans un autre pays comme Syrie, comme Liban, comme d'autres pays qui ont déjà investi de ressources iraniennes là-bas. Ou même au Canada, ils ont monté aussi une mafia là-bas, une mafia financière. Donc, ce qui reste comme solution, c'est sanctionner le régime lui-même, aussi judiciairement. Ça veut dire envoyer peut-être les mandats d'arrêt pour que le régime soit peut-être présenté devant, enfin les membres du régime présentés devant un tribunal international pour répondre à ce tribunal pour les crimes qu'ils ont faits contre l'humanité. Exactement comme c'était le cas avec le régime de nazis à l'époque, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Mais quoi d'autre? Je crois que les pays civilisés ne doivent pas faire des affaires, des commerces mercantiels avec un régime corrompu comme le régime Mollah. Parce que le régime Mollah peut être encore toujours plus fort à partir de ce genre des affaires. C'est eux qui vont en profiter, pas le peuple. Le peuple est toujours déprimé. Le peuple sont toujours opprimés. Le taux d'inflation va toujours augmenter en Iran. Les problèmes, les crises économiques vont toujours augmenter, quelles que soient les affaires que le régime fait avec les étrangers. C'est le régime lui-même qui en profite et aussi ces groupes terroristes et ces organisations terroristes dans la région. Et aussi ces apologistes, sa machine propagandiste aussi en Europe et aussi dans les pays soi-disant civilisés. Donc il faut être vigilant contre cette machine de propagande, contre ces groupes terroristes armés jusqu'aux dents et aussi les mollahs, qui sont les mollahs criminels corrompus qui ont commis des crimes contre l'humanité. C'est dans ce sens-là qu'il faut attaquer judiciairement et économiquement les mollahs, le régime, pas les peuples iraniens qui sont aussi les premières victimes de ce régime, qui considèrent le régime comme une force d'occupation, qui veulent se débarrasser du régime. Il y a plus de 10% des Iraniens qui n'acceptent pas ce régime. Mais il y a aussi une grande partie des Iraniens, une grande partie progressive, qui se distance avec l'idéologie du régime, ça veut dire avec l'islam lui-même. Donc, les conditions propices sont telles que les Iraniens sont bien prêts pour se débarrasser de ce régime et c'est le moment que aussi l'Occident aide les Iraniens par sanctionner leur régime, ces apologistes, c'est l'apprend ici en Europe partout, qui font des propagandes, qui maquillent l'image, le visage du régime comme un régime anti-capitaliste, anti-impérialiste, égalitaire, indépendant, mais tout ça, ce sont des propagandes qui n'ont pas une base de réalité. Le régime islamique, c'est le pire impérialiste. Aucun régime impérialiste ne fait pas des détournements de fonds
tels qu'ils font les mollahs avec de centaines de milliards de dollars et ou bien euros. Aucun système impérialiste qui occupe un pays ne viole pas les individus de ce pays, ce qui fait le régime islamique. Il y avait un endroit qui s'appelait Kahrizak. C'était une des prisons des mollahs. Et là, on a violé les hommes comme des femmes pour les humilier. Aucun pays colonial, impérialiste, je ne sais pas dans l'histoire, qui à ce niveau était brutal avec un peuple qui a occupé, mais le régime islamique le fait. Donc, ça c'est connu maintenant. La conscience politique, la conscience culturelle des Iraniens maintenant est tellement avancée qu'ils ne veulent pas ce régime sous n'importe quelle forme, n'importe quelle excuse, n'importe quelle propagande de ses spires à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est maintenant aussi l'Europe, l'Amérique, enfin le monde civilisé qui doit aussi aider les Iraniens. Comme eux, ils ont aidé aussi le peuple d'Afrique du Sud de se débarrasser de l'apartheid dans les années 80 par sanctionner le régime par le peuple, par couper leurs relations diplomatiques, par renvoyer le régime de toutes les institutions des, des pays occidentaux, comme par exemple les ambassades peuvent être fermées, le représentant du régime islamique dans n'importe quelle institution peut être renvoyé. Voilà, ce sont les cas possibles pour affaiblir le régime. Le reste est le travail du peuple iranien de se débarrasser de ce régime. Voilà ce qui était le discours de l'islam politique et à partir de ça, mes idées, mes solutions que je vous présente maintenant. Merci pour avoir écouté cette émission et à la prochaine fois.